Ma première question sera très simple et très directe. Je reprends une de vos formules. Nous commençons à prendre conscience de notre appartenance, de par tous nos pores, au reste du vivant. Alors, j'ai envie de vous demander, nous commençons, ce verbe est un peu mystérieux. Est-ce à dire qu'avant notre siècle, le 21e siècle, nous étions indifférents au monde vivant? Et on peut dire que ce qui caractérise la modernité, si on entend par modernité cette civilisation nouvelle qui naît en Europe à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, on peut dire que nous sommes hostiles au vivant. Et, et d'une certaine manière, on s'est retrouvé dans l'impossibilité de le penser. A contrario, si on regarde du côté des Grecs, si on regarde la physique d'Aristote, un de ses grands principes, c'est que la nature ne fait rien en vain. Donc la nature poursuit des fins. La nature est un organisme. La nature est vivante. Et on y reviendra. La vie pour les Grecs, c'est pas la reproduction, c'est la pensée. Et on y reviendra. Si on se déporte du côté des modernes, eh bien, au contraire, la science qui naît à la fin du XVIe et du début du XVIIe, j'y reviendrai avec le mécanisme, en fait, c'est la physique. Et du coup, la physique va faire que nous sommes quasiment incapables de penser la vie. En fait, on peut regarder du côté de Lamarck. Pour nous autres, et c'est ce que disait et relevait bien l'historien de la pensée du vivant qui était André Pichot, et au contraire, là où les Grecs voyaient la vie partout, nous, on ne la trouve nulle part. Tout ce qui existe, les plantes, les animaux, ne sont que des machines. Ils sont le résultat de chocs et d'agrégations entre des particules matérielles, inertes, privées d'intériorité et par conséquent de représentation, et donc de sensibilité, de capacité à promettre, à contracter. En fait, tout le vivant et toute la nature, aurait dit Descartes, n'est que machine, plante comme animaux. Il n'y a pas de vie. Ça n'existe pas. Et il faut bien voir que cette façon de voir est inséparable d'une forme de congruence entre les débuts de cette science moderne et puis la façon dont on avait fini par lire le livre de la Genèse dans la Bible. On pourra peut-être y revenir, mais dans la Bible, il y a au moins 3 postures qui permettent de comprendre les relations que les êtres humains peuvent nouer avec ce qu'on appelle la nature. La Bible ne parle pas de nature, elle parle de création. La nature n'existe pas pour la Bible. Mais bon, en tout cas, avec les autres êtres vivants, il y a trois postures. Mais on a fini, et ça c'est tout le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge, qui va permettre de le penser, eh bien, on ne va retenir qu'un fameux passage, c'est Genèse 1, 26. Vous seul, être humain, avez été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, et c'est la raison pour laquelle vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. Donc en fait, les êtres humains sont étrangers à la nature. Ils relèvent du divin. Et donc ils sont les seuls à penser, à posséder une intériorité, etc. C'est ce que Descola appellera, lui, le naturalisme, qui naît à cette époque-là. Et c'est totalement fou, parce que à la fois c'est contre-intuitif, en même temps ça se construit par un rejet de tout l'héritage grec, et il ne faut pas oublier que ces penseurs de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, ils pensent contre les anciens, ils pensent contre Ptolémée. C'est en quelque sorte leur obsession. Et sur un plan de la philosophie politique, ils pensent contre l'esclavage. Donc on a vraiment, c'est là le moteur de la naissance de la pensée moderne. Donc oui, la pensée est divine, les humains sont d'essence divine, et pour le reste, ce ne sont que des particules. Donc il n'y a pas de vie.
La vie n'existe pas. Elle se réduit à une approche mécanique. Et donc, du coup, la vie n'a aucune valeur. Et on va tout faire, c'est le propre de notre civilisation, on va tout faire pour exclure partout où on peut le vivant. Dominique Bourg, je vais reprendre une de vos phrases. Seule la réaffirmation de notre unité avec le vivant, selon notre longue histoire, inséparablement naturelle et humaine, nous éloignera de l'abîme. Ah bah oui, ça me semble évident. Si vous voulez, on a construit une civilisation de la désensibilisation. Et le petit épisode que je rappelais de Malebranche tout à l'heure avec son chien, là, vous avez, en vrai, comment la modernité nous désensibilise. C'est-à-dire, comment la modernité, alors il y a toute une préparation médiévale, hein, mais comment la modernité va nous isoler et nous amener à penser que nous sommes différents de tout ce qui existe et que nous n'avons à nourrir aucun souci, aucune responsabilité par rapport à ce qui existe. Nous sommes les seuls fins sur Terre. Tout le reste n'est que moyen. Tant qu'on ne se sera pas arraché à ça, alors déjà, Aldo Leopold le racontait, etc. Même avant Aldo Leopold, cet auteur du 19e, un des pionniers de la pensée écologique, celui qui écrit Man and Nature, George Perkins Marsh, il l'écrit en toutes lettres. C'est parce qu'on se pense extérieur à la nature, relevant d'un ordre différent, qu'on se permet de tout détruire. 1860 quelques années, 65-66. Et donc, effectivement, nous nous sommes désensibilisés, nous avons éradiqué le vivant, nous l'avons réduit au mécanique. Et évidemment, ce n'est pas sans lien avec le fait que depuis des décennies maintenant, nous nous occupons obstinément à détruire tout ce qui vit sur Terre. Et on en est là. Je vous rappelle un simple exemple. Si vous prenez la biomasse des vertébrés, la biomasse des vertébrés, eh bien, 3% seulement, ce sont encore les vertébrés sauvages. Par exemple, en France, les chauves-souris, leur population baisse de 3% par an. 67%, ce sont nos animaux d'élevage et nos animaux domestiques. 30%, ce sont les bipèdes humains. Donc en fait, on a flingué tout ce qui était vie autour de nous. Si je regarde l'étage en dessous, les arthropodes, cette fois-ci, ils sont plus structurés de l'intérieur par une colonne vertébrale, mais ils le sont de l'extérieur par leur carapace. Ça va du moustique au crabe. Là, c'est des études très récentes. Ça s'effondre autour de nous. Nous sommes des destructeurs de vie. Donc le mécanisme, c'est pas que des représentations. Ça a nourri une attitude destructrice. Et si j'ai un schéma marxiste, je suis désolé, mais je n'arriverai pas à comprendre. C'est beaucoup plus profond. Ça en passe par ce qu'il dit, mais c'est plus profond. Alors, dans Science et Prudence, qui est paru très récemment, 2021, vous abordez aussi la thématique des biotechnologies, la biologie de synthèse, etc. Alors, diriez-vous que certaines innovations issues des biotechnologies participent de cette destruction du vivant? Oh bah, très probablement, oui. Mais je vais remonter un petit peu en deçà, hein, si vous voulez bien. Justement, sur cette relation entre la science et l'ignorance. Ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas de science sans ignorance. Et l'ignorance, c'est pas simplement, comment dire, c'est pas simplement une espèce de limite que l'on pourra progressivement pallier. Elle est en fait consubstantielle à la réalité. Alors on va le montrer avec plusieurs exemples. Et c'est précisément la découverte, dans les années 30, par Gödel, de l'arithmétique. Hein. Si on prend l'arithmétique complète, c'est-à-dire addition, multiplication, plus raisonnement par récurrence, ça a été axiomatisé au XIXe siècle par Peano. Et donc là, juste un peu avant Gödel, on a le très grand mathématicien d'époque qui est Hilbert. Et le programme d'Hilbert, c'est de dire qu'en fait, toutes les connaissances que l'on peut produire humainement sont des connaissances qu'on pourra transcrire sous forme d'algorithmes. C'est-à-dire toute la connaissance est en droit mécanisable.
elle peut être ramenée à une suite d'opérations mécaniques. Et c'est l'idéal. Et cet idéal, eh bien, c'est Gödel qui va le fiche par terre. Parce que ce qu'il montre, c'est qu'en fait, notre arithmétique est incomplète, en ce sens que, en partant des 28 axiomes, et on va pouvoir engendrer, générer des propositions, des théorèmes, mais immanquablement, parmi les théorèmes qu'on va engendrer, pour certains, on ne pourra montrer ni qu'ils sont faux, ni qu'ils sont vrais. C'est en ce sens-là que l'arithmétique est incomplète. Et donc, je ne peux pas produire des théorèmes vrais avec des algorithmes. Et ça veut dire maintenant, si je reviens sur mes axiomes, que la définition qu'on donne de ce qu'est un entier n'est pas complète. En fait, nous autres, mathématiciens humains, et nous autres êtres humains de manière générale, nous avons une connaissance incomplète des entiers. C'est gênant parce qu'on s'en sert pour tout le reste. Et donc, ce que montre Nicolas, il le montre sur la biologie de façon plus importante. Mais je vais commencer par parler d'écologie. Imaginons que je veuille comprendre le fonctionnement d'un écosystème, d'un étang. Eh bien, je vais faire un modèle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce modèle, il est par définition incomplet. C'est-à-dire que je vais pouvoir tenir compte que de certains paramètres et que de certaines interactions. Il y en a une infinité. Je vais devoir simplifier. Et c'est parce que je simplifie que je peux connaître et que je vais comprendre certaines choses. Mais évidemment, pas tout. Et en fait, ce que montre Nicolas, ce serait difficile de le refaire dans le détail, mais c'est que, il s'appuie beaucoup sur un autre mathématicien qui s'appelle Matron, eh bien, c'est que en fait, contrairement à ce que nous disent les biologistes, non, ou à ce que disait Monod, la nature n'agit pas au hasard. En fait, simplement, on ignore ses règles. Et en fait, on est face à la nature, au sens du vivant biologique, au sens classique, eh bien, comme on le serait par rapport à un langage dont on ne connaîtrait que quelques règles de syntaxe, sans rien comprendre à la sémantique. Et en fait, le hasard, ça colle quand vous avez une roulette avec une bille, et la roulette, c'est fixe. Donc effectivement, vous avez du hasard. Le problème dans la nature, c'est que quand il y a des mutations importantes, c'est la roulette qui change. Et puis la boule, elle change à chaque coup. C'est pas du hasard. On ignore. Et donc on est dans une posture d'ignorance. Et l'hypothèse qu'on défend, c'est précisément parce que notre savoir, c'est pas de la convention, il est vraiment bien ancré dans le réel. C'est parce que notre savoir est ancré dans le réel qu'il est efficace, mais comme en même temps il est partiel et qu'on n'en tient pas compte et qu'au contraire, on l'enrobe d'une arrogance infinie, eh bien vous regardez les limites planétaires et vous voyez que nos connaissances aboutissent soit à accumuler des macromolécules dans les graisses animales, dans tous les milieux quand il s'agit de microplastiques, ou alors à complètement déstructurer, amplifier des flux et finir par dézinguer les stocks à l'amont et à l'aval. Et on détruit les conditions qui nous font vivre sur cette planète par nos connaissances. Mais en même temps, c'est nos connaissances qui permettent de le comprendre, attention. Ce n'est pas du tout un raisonnement anti-science, mais c'est un raisonnement science et prudence. Science et interdisciplinarité. Science et modestie. Science et autolimitation de nos désirs et de nos moyens. Dominique Bourg, vous étiez parti d'une description, disons, un peu rapide, mais réelle, de la ville du XVIe siècle, où le vivant, la vie animale était enchevêtrée avec... Et végétal. Et le végétal avec la vie des hommes. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de greenwashing. Donc, est-ce que vous diriez que nos petits murs végétaux, nos petits jardins potagers dans nos villes post-industrielles, ça va suffire, disons, à faire entendre cette primauté du vivant que vous appelez de vos voeux? Mon cher Philippe, on va être beaucoup plus prosaïque. Nos villes telles qu'elles sont aujourd'hui, par temps de canicule, sont totalement mortelles. On ne pourra pas continuer à vivre dans ces villes. Il y a des quartiers qu'on va devoir détruire.
On va devoir faire sauter tout ce qui est asphalte, etc. On va devoir revégétaliser nos villes. C'est pas simplement quelques bégonias sur les balcons et puis quelques arbustes sur les toits. Il va falloir réinscrire nos villes dans un tissu végétal pour qu'on puisse encore y vivre durant les périodes longues où la température sera au moins à 35 degrés, avec parfois des pointes à 50. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est un défi pour l'urbanisme gigantesque.